Et si on parlait de sport, la chronique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Et si on parlait de sport, votre émission hebdomadaire qui vous emmène au plus près de ceux qui font battre le cœur du sport. Dans cette nouvelle chronique spéciale Voyage au cœur du Tour, aujourd'hui on vous propose une immersion dans les coulisses du Tour de France, cette gigantesque machine logistique et humaine qui chaque jour, pendant 3 semaines, transforme ville et village en scène de théâtre à ciel ouvert. Et pour nous en parler, un homme qui connaît chaque détail, chaque contrainte, Jean-Louis Pagès, ancien commissaire général et directeur des sites du Tour. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Laurent. Aujourd'hui, je pense qu'on va parler de 3 zones essentielles qui sont le départ, le parcours et l'arrivée. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça, Jean-Louis. On va commencer bien sûr par le départ, là où tout commence. Tout à fait. Alors j'ai eu l'avantage au cours de ma carrière au sein du Tour de passer par tous les postes en fait de la logistique. Donc j'ai commencé dans les années 80, j'étais responsable des départs d'étape, de la vérification du parcours, donc on retrouve le deuxième élément. J'ai terminé en fait sur la ligne d'arrivée, qui est l'endroit le plus emblématique entre guillemets. Le départ, c'est donc il y a eu la création du village. Je reviens un tout petit peu en arrière. La création du village en 88, donc ça a modifié la mise en place. Mais en l'occurrence, il faut considérer 3 équipes qui fonctionnent simultanément. Pour le départ, donc à partir de la veille des départs d'étape, on oublie le grand départ. Mais lorsque le Tour est parti pour la deuxième ou troisième étape, le village du Tour donc est démonté après le départ de l'étape et il est en transfert dans des camions jusqu'à la ville départ suivante. Qu'est-ce qui se passe? Donc il arrive aux alentours de 19h, 20h. Il commence à être monté sur un emplacement qui a été choisi, qui a été défini, qui a été sur des plans bien sûr. Il commence à être monté pendant la nuit. Donc pendant toute la nuit, il se met en place. Sur le petit matin arrivent les prestataires du village, en l'occurrence donc les différents stands des partenaires et des sponsors. À 9h du matin, le village ouvre ses portes. Alors, à des invités, c'est pas accessible au public. Donc, de 9h, grosso modo, de 9h à midi, le village fonctionne. Il y a des opérations de communication, de présentation de la ville, etc. Coupure du ruban, on ouvre le village. Enfin, à un moment donné, il y a même eu un maire du village. Donc, le village ouvre et ensuite, évidemment, au moment où les coureurs s'en vont et la caravane publicitaire s'en va, une fois que la caravane publicitaire est partie, que les coureurs sont partis, le village commence à être démonté. Il est démonté, ça veut dire qu'aux alentours de 15h, 16h, il est démonté et il part en direction de la ville étape départ suivante. Ça, c'est pour les opérations de départ, tu vois. Et ensuite, évidemment, se passe quasiment la même chose sur l'autre espace que tu as défini, en l'occurrence le parcours. Alors le parcours, c'est finalement une scène mouvante. Tout à fait. Donc là aussi, c'est basé, alors tout ce travail-là, aussi bien de départ, parcours qu'arrivée, c'est basé sur des documents qui sont établis et que les équipes techniques ont en leur possession. Donc le parcours a été repéré, le parcours a été défini, le parcours a été agrémenté donc de zones de sprint, de ravitaillement, de récupération donc des bidons et des coureurs, également donc des cols et côtes. Donc il y a sur le parcours une équipe donc qui là aussi part très tôt le matin. Il y a une équipe de fléchage qui passe la veille, voire l'avant-veille pour flécher le parcours. C'est-à-dire que le parcours est totalement fléché de manière à ce que les suiveurs du Tour, la garde républicaine, les coureurs évidemment, prennent le bon itinéraire et sachent qu'il y a évidemment le soir, après le passage des coureurs, une équipe qui récupère toutes ces flèches sur le parcours. Hormis évidemment celles qui sont embarquées dans les camping-cars par les suiveurs du Tour comme un souvenir. Donc le parcours est fléché la veille, mais dès le matin très tôt, sont mis en place différentes structures sur le parcours, en l'occurrence des portiques qui matérialisent des sommets de col, les zones de ravitaillement, les zones de sprint, le barriérage, la mise en place de postes de chronométrage, etc. Donc tout ça jusqu'à la ligne d'arrivée, et ça donc on est sur la partie itinéraire. Et bien sûr, après le parcours, on se trouve sur la ligne d'arrivée. Donc l'arrivée, c'est la scène finale, là où tout va se passer, où tout le public est réuni pour accueillir les vainqueurs. C'est ça. Alors évidemment, le public est présent sur les sites de départ, le public est très très présent sur les parcours, on l'a vérifié sur le dernier tour, et il y a une fréquentation phénoménale. Mais sur la ligne d'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Donc là aussi, on revient un petit peu en parallèle avec le site de départ. Donc il y a une équipe qui est composée de 200 à 300 personnes qui installent la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, c'est quoi? Donc c'est évidemment le lieu emblématique de chaque étape. Et moi, j'avais l'occasion, notamment, là aussi sur la base des plans qui étaient établis, de marquer la ligne d'arrivée par une croix jaune, un A entouré de jaune, qui matérialisait l'endroit exact où serait mis en place le portique d'arrivée.
Donc cette mise en place commence quand? Là aussi, imaginons après le grand départ, donc le grand départ a eu lieu, les équipes d'arrivée partent en direction de l'étape suivante, ça veut dire qu'à 17h30, 18h, on commence à démonter la ligne d'arrivée, et pendant la nuit, donc il y a un transfert en direction de la ville arrivée suivante. Les camions arrivent dans la nuit, et à partir donc à une certaine époque, on commençait à 2h du matin, mais la technologie a permis donc de commencer un peu plus tard et de gagner du temps. En l'occurrence, donc maintenant, aujourd'hui, aux alentours de 5-6 heures du matin, on commence à mettre en place les différents éléments qui constituent la ligne d'arrivée. Une ligne d'arrivée, c'est quoi? Alors, on a parlé pour le départ du village, du podium signature, de la zone de signature et de ravitaillement. Pour une arrivée, c'est évidemment la ligne d'arrivée, le portique d'arrivée, le chronopole, mais également donc des bus VIP, une tribune de presse, un podium protocole, un service médical, et évidemment, à l'arrière de cette zone-là, de cette vitrine-là, on retrouve l'ensemble des camions. Donc, c'est la zone technique qui est répartie sur 5-6 000 m². Alors aujourd'hui, elle est assez souvent finalement scindée en plusieurs parties pour des raisons techniques et sportives, parce qu'on arrive dans des endroits où on ne peut pas tout installer et que la règle qui régissait le tour, à savoir unité de temps de lieu d'action, n'existe quasiment plus. On arrive, grâce à la technologie, à délocaliser certains moyens, mais en l'occurrence, on a tous ces camions qui sont dans la zone technique d'arrivée. Si elle est compacte et complète, ça représente environ une centaine de camions. Ça représente 60 km de câbles, ça représente des groupes électrogènes qui se mettent en route et qui correspondent, je crois qu'il y a 2 mégawatts de puissance en fait, donc ça permet au tour d'être totalement autonome. Et donc la mise en place a lieu à partir donc de 5-6 heures. À midi, le décor est planté. Ça veut dire qu'entre midi et 15 heures, on peut très bien donc voir des animations locales qui sont diligentées par le site arrivé, par la ville arrivée. Ensuite arrive la caravane publicitaire aux alentours de 16 heures, donc 1 heure et demie avant les coureurs. Et ensuite arrivent les coureurs aux alentours de 17h30 en général. À partir de 17h30, les équipes sont prêtes, les camions sont prépositionnés, rentrent sur la chaussée d'arrivée et récupèrent le matériel. Et lorsque les camions se croisent sur la ligne d'arrivée, ça veut dire que la totalité du matériel est récupérée et peut partir en direction de la ville étape suivante. Ce qui est compliqué dans cette opération-là, dans ces opérations-là, c'est souvent les transferts. C'est vrai que, par exemple, cette année, alors c'était relativement simple cette année sur le Tour, puisque la dernière arrivée avait lieu à Pontarlier et l'arrivée suivante était à Paris. Donc il y a 500 km, je crois, entre les deux à peu près en tout cas. Mais il s'est trouvé, parce que Christian Prudhomme notamment le souhaitait, rapprocher la montagne de Paris. Donc il l'a très bien fait cette année, puisqu'il y avait un beau passage à Montmartre. Mais la vraie montagne, en fait, on l'a vécu avec une arrivée à l'Alpe d'Huez le samedi et une installation de la même arrivée à Paris le dimanche matin. Ou le Mont Ventoux, il y a eu aussi ça. Donc, si tu veux, tu as là la totalité des 3 sites, en fait, qui sont montés et démontés simultanément, et c'est ce qui fait la force et la magie du Tour, cette itinérance permanente, cette logistique absolument phénoménale. Ça n'existe nulle part ailleurs, par rapport à d'autres événements, hein. Coupe du monde de foot, Jeux Olympiques, c'est des endroits statiques. En l'occurrence, là, toutes les nuits, la logistique du Tour se déplace aussi bien sur le départ, sur le parcours que sur l'arrivée. Et Jean-Louis, alors une journée complète pour Jean-Louis Pagès sur le Tour, ça se passe comment et ça donne quoi? Ça dépend sur quel site tu te trouves. Moi, quand j'étais sur les départs, évidemment, donc tu commençais la mise en place du village le soir, aux alentours de 19h. Tu passais une grande partie de ta nuit donc à vérifier que tout correspondait en mise en place par rapport au plan qui avait été réalisé, que j'avais réalisé. Et le matin, tu étais évidemment à l'ouverture du village jusqu'à sa fermeture. Et à ce moment-là, donc, pour bien comprendre, à l'époque, ça fonctionnait comme ça. Aujourd'hui, les équipes sont scindées. Il y a beaucoup plus de personnes, donc on arrive à scinder. Mais en l'occurrence, à l'époque, une fois que le départ est donné, je partais donc sur le parcours pour vérifier justement que sur le parcours, tout soit mis en place. C'est-à-dire les points de ravitaillement, les cols, les côtes, etc. Donc je m'arrêtais auprès des équipes pour voir s'il n'y avait pas de soucis, s'il n'y avait pas de... Aujourd'hui, c'est différent. Il y a une personne qui est chargée de ça, mais qui ne s'occupe pas des opérations de départ. Et celle qui s'occupe des opérations de départ ne s'occupe pas des opérations d'arrivée. Donc, en l'occurrence, une fois que j'avais vérifié le parcours, j'arrivais sur la ligne d'arrivée et à ce moment-là, donc, je donnais un coup de main au commissaire général. À l'époque, on était 2. Commissaire général qui était en charge de l'arrivée pour l'aider à gérer notamment le positionnement des journalistes et des photographes, vérifier le fond de ligne d'arrivée, etc. Donc, tout ça correspond à des journées finalement sans fin, mais qui sont passionnantes parce qu'en fait, on est parti au départ d'une page blanche, d'un dessin sur une feuille de papier, de plans ensuite qui sont élaborés. Et ça permet donc au mois de juillet de voir la réalisation de ces projets et faire en sorte que ça fonctionne. Quand j'ai eu, moi, terminé en tout cas mon rôle sur les départs ou sur les parcours, j'ai été évidemment sur la ligne d'arrivée.
Et en l'occurrence, cette ligne d'arrivée, oui, on a commencé à la monter à 2 heures du matin. Maintenant, je l'ai dit, c'est 5-6 heures. Mais tout démarrait, et c'est vrai que c'était très symbolique, je l'ai évoqué peut-être un peu rapidement précédemment, avec la craie que j'avais. Donc j'avais une craie jaune en main, et tout le monde, en tout cas toutes les équipes qui étaient donc des équipes techniques et logistiques, attendaient le moment où je traçais un A avec une flèche sur l'emplacement exact de la ligne d'arrivée. C'est-à-dire que ça pouvait être, moi j'ai souvenir du Ventoux notamment, mais la ligne d'arrivée, je la traçais à hauteur de la première fenêtre à gauche du bâtiment météorologique qui est situé au sommet du Ventoux. Donc il y avait des endroits emblématiques comme ça. Alors à Londres par exemple, c'était à hauteur d'un lampadaire au numéro dont j'ai oublié le numéro. Et à partir du moment où je traçais ce A sur la ligne d'arrivée, le mécano se mettait en place. Tu sais, Laurent, finalement, j'ai eu le plus beau métier du monde. Hein. C'est-à-dire que quand tu es petit garçon, en général, tu joues avec des petits camions et des petites voitures. En l'occurrence, là, j'ai eu le plaisir pendant 35 ans. Alors, il y a certes un petit travail en toute modestie d'architecte, mais en même temps, voilà, je jouais avec des vrais camions et des vraies voitures. C'est-à-dire que j'avais dessiné sur un plan les emplacements des différents moyens, notamment orange, tribune de presse, protocole, bus VIP, écran géant, etc. Et au mois de juillet, en fait, tout ça se réalisait et se mettait en place sous mes yeux. Alors, et évidemment, sous mon contrôle. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose et j'espère en tout cas que les gens qui sont à ces postes-là prennent autant de plaisir que moi j'ai eu à le faire. Merci beaucoup Jean-Louis pour cette immersion passionnante dans les coulisses du Tour de France. Tu nous fais découvrir l'envers du décor, ce qui fait battre le cœur de cette grande boucle chaque jour. À vous auditeurs, on espère que cette plongée dans les coulisses vous aura donné aussi envie de vibrer au rythme du Tour de France. On se retrouve très vite pour une nouvelle chronique spéciale Voyage au cœur du Tour. Ça sera le gigantisme du Tour de France. C'était Et si on parlait de sport, chronique spéciale Voyage au cœur du Tour avec Jean-Louis Pagès.